Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Je vais dire quelques mots sur pourquoi une association psychanalytique, la mienne, Espace Analytique, se retrouve engagée dans la convergence des luttes des psychologues face au carcan administratif qui leur est proposé, imposé, il faut plutôt dire ça comme ça. Et c'est en plus, celui qui vous parle en plus, n'est pas purement psychologue comme formation, il est psychologue, mais il est aussi psychiatre, donc j'ai vraiment tous ces éléments de... Alors, certes, aujourd'hui, la majorité des psychanalystes sont psychologues. Bon, d'accord. La majorité des psychanalystes sont psychologues, c'est vrai. Mais ça pourrait être, c'est déjà une raison en tant que telle. Et c'est pas la seule. Psychologues, psychiatres, longtemps, pour moi qui suis pas tout jeune, ont longtemps été des prête-noms pour les psychanalystes. Et les psychanalystes se sentaient à distance de ces fonctions. C'était de bon ton. Dans les années 50, 60, 70. Dans les années 70, aucun psychanalyste n'aurait mis psychanalyste sur son papier en tête ou sur ses plaques, et sur une plaque professionnelle. Ça a commencé dans les années 80. C'est un symptôme, c'est un trait. Certes, on n'est pas psychanalyste, ça c'est sûr. Mais ce débat, à l'époque, il était de très bon ton pour se désengager des questions sociales, de dire que la psychanalyse était extraterritoriale, clandestine, ce sont les mots de ma jeunesse à l'école freudienne de Paris. Il y avait pourtant en même temps, à l'époque, des débats sur le remboursement des traitements, initiés par Jean Clavreul. Il y avait des questions qui se soulevaient sur les questions politiques, et puis il y avait un certain nombre de psychanalystes, effectivement, et l'influence de Lacan et de la psychanalyse a été considérable dans le remaniement de toutes les structures de soins dans l'après-guerre. Alors, mais aujourd'hui, on passe à autre chose, ça c'est clair. Le succès des psychanalyses, et peut-être que là les psychanalystes ont été un peu aveugles, dans les années 50 à 80, une trentaine d'années, disons, me semble aussi s'être fait dans une sorte de grand malentendu, parce que ça aura été, me semble-t-il, le masque, l'écran de la déferlante des psychothérapies de toutes sortes qui ont suivi et qui les ont un peu accompagnés, chargées aujourd'hui de traiter, comme annoncé par Freud, le malaise grandissant dans la culture, ou les impasses croissantes de la civilisation, si on reprend. Et du coup, un effet qu'avait noté il y a longtemps déjà Elisabeth Rodinesco, un effet de massification. Les psys de tout genre sont devenus très nombreux, effectivement. Donc évidemment, inévitablement, il va y avoir de la réglementation. Et on le voit bien, quand j'ai commencé à pratiquer, venir voir un psy, c'était un peu honteux. On faisait comme Freud, il y avait une entrée et on sortait par une autre porte. Aujourd'hui, c'est une pratique tout à fait courante et même banale. Font exception ceux qui n'en ont jamais consulté. Dans le même temps, et à mon avis c'est solidaire, il y a eu une mutation considérable de la psychiatrie, dont on commence aujourd'hui à s'inquiéter, mais qui est déjà très ancienne, et qui se repère avec l'abandon progressif de tout ce qui a été les innovations de l'après-guerre. Psychothérapie institutionnelle, qui se maintient plus ou moins clandestinement encore, mais de façon plus officielle, le secteur qui est dans une situation absolument épouvantable, etc. On est sorti d'une période illusoire de noces qu'on a imaginées heureuses entre psychiatrie et psychanalyse, entre tout le système de soins et la psychanalyse. Ça a duré une trentaine d'années. Et la psychiatrie, se sépare de la psychanalyse au nom de la science. Science entre guillemets. Notre génération, je parle de la mienne, a vécu dans l'espoir que la psychanalyse, pour reprendre le mot de Lacan, allait apporter à la psychiatrie la compréhension du fou qui manque aux psychiatres.
Cette sympathie illusoire n'a pas pour autant sorti le psychiatre, je cite Lacan, de son sommeil. Et aujourd'hui, le rôle qui était dévolu au psychiatre va se scinder, comme toute cette dimension du soin psychique. D'une part, un service social qui va retourner au social, au traitement social de la folie, avec un projet surtout, parce que quand même c'est cela qui est derrière, je parle de la place d'une association psychanalytique, c'est avec un projet qui va petit à petit prendre une coloration de plus en plus rééducative, et de moins en moins psychothérapique. Ce secteur social, ce traitement social, c'est là que les psychologues vont petit à petit être assignés. Et puis, ce traitement social avait été déjà amorcé à l'hôpital, mais maintenant il est assumé de plus en plus par les prisons, les lieux d'accueil sociaux, des organisations publiques ou caritatives, pris la rue. L'autre face de la fonction, je rappelle le cri d'alarme de Xavier Emmanueli il y a quelques années, disant que maintenant ils avaient affaire dans les squats et dans la rue à plus de 50% parmi les SDF de patients psychiatriques sans suivi, de patients psychotiques sans suivi. L'autre face de la fonction du psychiatre va se distinguer de ce premier aspect en s'articulant de plus en plus à la dimension technoscientifique, pharmacologique de la discipline. Le psychiatre deviendra, comme le médecin dont parle Lacan dans sa conférence au Collège de médecine, un distributeur de médicaments et aussi un prescripteur des rééducations. Voilà, juste, voilà, il y en a de moins en moins. C'est ce qui nous concerne ici. Et Lacan, dès 1967, affirmait que la psychiatrie rentre dans la médecine générale sur la base de ceci, que la médecine générale elle-même entre dans la dynamique pharmaceutique. Une nouvelle situation s'annonce, qui va vraiment contraindre le psychiatre à cette pratique, c'est la réduction considérable du nombre de praticiens. Il y a une décennie, je ne crois pas plus, il faudrait vérifier, 5000 pédopsychiatres en France. Aujourd'hui, il y en a 600. Voilà. Et des systèmes d'accompagnement, de coordination, de mesures sociales, d'accompagnement d'anachronisme. Alors, pour les psychothérapies, le premier coup de ce mot, ça a été la loi Accoyer. Et effectivement, ça a été une première tentative de mise en ordre. On a réussi à se débrouiller pour ne pas être trop complètement policé par cette affaire. Mais l'ampleur du développement biopolitique, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je rappelle que pour Foucault, la biopolitique, ce n'est pas un système qui sépare des gens en les excluant, c'est un système généralisé d'inclusion. L'inclusion, c'est un terme qui, au contraire, caractérise pour Foucault le système biopolitique. De notre monde, avec un versant, alors Stigler a parlé de psychopolitique, mais disons généralement, au sens de Roland Gori, la médicalisation de l'existence, dont on a véritablement un exemple très intéressant et symptomatique quand on est un vieux praticien comme moi et qu'on a vu l'évolution de son usage, le DSM et les nouvelles SIM. Au départ, le DSM c'était un truc qu'on mettait pour côté, mais on ne parlait pas de DSM. C'était un truc complètement à part. Je rappelle d'ailleurs qu'au départ c'était un outil statistique. Le projet était uniquement avec le DSM de rendre voilà, qui a un vocabulaire commun pour les études statistiques. Quelqu'un comme Nancy Andréasen, qui par exemple a été une des rédactrices du DSM, s'étonnait que le DSM, qui avait cette fonction-là pour les études statistiques d'évaluation des traitements, ait pu devenir un outil clinique. Elle n'a jamais imaginé qu'une chose comme ça pouvait se passer. Regardez les travaux de cette association, de ce groupe qui a des intérêts concomitants avec les nôtres, Stop DSM. Hein, voilà. Il y a là, d'ailleurs, cette médicalisation d'existence, entre deux DSM, quelqu'un avait évalué que le nombre d'Américains pouvant ressortir d'une des catégories cliniques, je crois que c'est pour le DSM-5, avait doublé entre le 4 et le 5. Hein, c'est-à-dire était passé d'environ 40% à maintenant 85%. Donc, voilà. Et tout ça allait relever de ce diagnostic. Outils statistiques, mais aussi outils économiques. Je trouve que l'une des meilleures critiques ou des meilleures interrogations du DSM a été faite par Marco de Corpeliada. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
C'est une exposition que quelques collègues, dont des psychanalystes, avaient fait à la Maison Rouge. Et ils ont fait un certain nombre de conférences de cet ordre-là, où ils avaient mis en rapport, parce que c'est exactement le même chiffrage, les catégories, les chiffres du DSM désignant les catégories cliniques et le catalogue Picard surgelé, puisque c'est strictement les mêmes chiffres, voilà, en mettant, je ne sais pas, les délires chroniques en rapport avec la tarte tatin surgelée, ce qui est véritablement quelque chose d'extrêmement juste, parce que ces traitements, et c'est à ça que sert aussi le DSM, c'est un traitement, c'est une gestion possible par fichier Excel. On y va tout à fait, on y est déjà dans le champ de la médecine, avec la T2A, etc., depuis quelques années. Et c'est cet élément qui me paraît tout à fait fondamental. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui, en réalité, est un système de ségrégation. On revient à un système extraordinaire à travers cette inclusion de ségrégation de la folie entre, par exemple, le partage nouveau entre aigu et chronique. Le partage renouvelé, disons que ma génération avait vu cela s'effacer. Et une gestion d'une part administrative, tarifs fixes, liens aux assurances, etc. Et d'autre part, effectivement, une paramédicalisation. C'est ce cadrage, ce nouveau modèle proposé est donc celui des rééducations dites psychothérapiques. Il ne s'agit pas de rejeter les rééducations, bien évidemment, mais de s'apercevoir que, inévitablement, tous les protocoles et toutes les méthodes de soins vont être absorbés par cette méthode, quelle que soit voilà. C'est celle des protocoles adaptatifs, dans un monde qui est celui de la conscience triomphante, où aucune identité de soi à soi n'est dérangée par ce grain de sable que Freud avait nommé inconscient. C'est autre chose plus extime de chacun, pour reprendre le bout de Lacan. Alors, doit-on être très pessimiste ou désespérément optimiste? En tout cas, d'être tous ici, et par-delà, cette salle montre la nécessité de la pertinence de ce refus et la nécessité d'une alliance de tous ceux qui convergent effectivement pour lutter de cette façon-là contre ce qui est en train de se mettre en place, ne serait-ce que pour pouvoir essayer de maintenir, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, des brèches, des possibilités de subversion qui permettent le maintien de ces pratiques qui n'ont jamais été des pratiques policières, mais à quoi on cherche à les ramener. Et donc une alliance avec tous ceux qui se mobilisent, psychologues en premier lieu, bien sûr, tout psychologue, mais aussi les psychanalystes et leurs associations, ne serait-ce que parce que leur éviction des dispositifs de soins se fait progressivement. On pense qu'il s'est passé en Nouvelle-Aquitaine, des dispositifs de soins sur l'autisme, etc., etc. Il y a voilà, la réduction du champ va être de plus en plus progressive, c'est inévitable, mais aussi certains psychiatres qui sont tout à fait conscients de la difficulté qui est en train de s'annoncer. Voilà. Désolé, je crois qu'il y a eu des problèmes. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.